Bonjour. Bien, alors le titre est suffisamment évocateur et correspond bien à la situation que nous traversons. Comprendre ce qui se passe autour de nous est devenu véritablement un enjeu. On pourrait dire, mais il y a des données économiques simples auxquelles on peut se référer, il y a des prévisions auxquelles on peut se référer. Pourquoi est-il si difficile de comprendre ce qu'est la situation dans laquelle on vit? Eh bien, pour illustrer le propos, j'ai eu de la chance, hier, l'OCDE, qui est une grande organisation économique, et la Banque mondiale, qui est une grande organisation économique, ont toutes les deux sorti leur diagnostic économique. Alors, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un accord sur les données assez simple, et je pourrais me contenter d'égrener les principales conclusions de ces deux organismes, et vous auriez le tableau de ce qu'est la situation économique actuelle, des repères que vous avez ou que vous n'avez pas pour pouvoir agir. Eh bien, j'ai résumé rapidement ces deux études et vous allez voir ce que ça donne. L'OCDE nous dit « La situation économique mondiale s'améliore. La croissance est certes en berne, mais elle remonte. » On a connu toute une série de chocs qui expliquent que la situation économique mondiale se soit dégradée, mais on est en train de remonter. L'inflation, oui, on a connu une inflation qui a été portée par les prix énergétiques et les prix alimentaires, mais les prix de l'énergie reculent, donc l'inflation recule. Alors, au passage, disent-ils, le pouvoir d'achat des ménages s'est dégradé. Oui, bien sûr, lorsque vos revenus ne progressent pas et que les prix progressent, votre pouvoir d'achat se dégrade. Mais l'OCDE dit, certes, le pouvoir d'achat des ménages s'est dégradé, mais les États sont venus au secours des ménages avec les politiques du quoi qu'il en coûte qui ont été généralisées et en gros, on a assez largement compensé les pertes de revenus par des aides diverses, à la fois aux ménages et même aux entreprises avec les PGE, etc. Et enfin, dernier élément que donne l'OCDE, face au phénomène inflationniste, disent-ils, les politiques monétaires ont été progressivement resserrées, les taux ont été remontés et on peut dire que les politiques monétaires réussissent et que donc, de ce fait-là, les prévisions de recul de l'inflation sont bien fondées. Alors on peut se dire, voilà, c'est le tableau d'une sortie de crise, c'est le tableau d'une reprise économique et c'est le tableau de l'efficacité des politiques publiques. Alors que dit la Banque mondiale, qui, je vous le répète, part des mêmes bases, part théoriquement des mêmes données. Alors que dit la Banque mondiale? La croissance remonte certes, mais elle est la plus faible depuis 2008. C'est-à-dire que nous avons un arriéré de perte de croissance depuis la crise financière de 2008 qui pèse très lourdement sur nos économies. La Banque mondiale ajoute, l'inflation est vigoureuse. Alors certes, ils reconnaissent eux aussi que les prix de l'énergie ont tendance à baisser, mais ils remarquent que les autres prix ne reculent pas aussi vite et qu'en particulier, si la pression sur les coûts ne recule pas, eh bien, on risque d'avoir un phénomène d'inflation durable. Alors, la Banque mondiale ajoute qu'il y a des hausses de taux d'intérêt, comme le notait l'OCDE, mais la Banque mondiale dit que la hausse des taux a déjà un impact négatif fort sur les marchés financiers et les marchés de l'immobilier. Donc il nous annonce, en gros, une situation des intermédiaires financiers et des investisseurs immobiliers dégradée. Alors, ils disent, la hausse des taux provoquée par les banques centrales a certes des effets vertueux pour maîtriser l'inflation, mais, disent-ils, elle rend les conditions de financement difficiles, notamment pour les pays émergents, pour qui ça a un impact négatif sur leur croissance. Or, leur croissance faiblissait déjà. Et enfin, la hausse des taux, certes, permet de lutter contre l'inflation, mais réduit les marges de manœuvre des États qui ne peuvent plus mener des politiques budgétaires aussi généreuses. Alors vous allez me dire, bon, comment s'y retrouver avec des organisations aussi sérieuses qui, partant des mêmes données, font des diagnostics aussi différents? Alors, en fait, ce que je vous propose comme exercice, c'est d'essayer de comprendre la situation actuelle en remontant un peu le cours du temps. La situation actuelle est le produit d'une triple crise, qui est une crise sanitaire, une crise économique et une crise géopolitique. Et au fond,
c'est la manière dont on apprécie l'évolution de ces trois crises qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est la situation économique et de mieux tracer les lignes de pente des évolutions économiques que je viens de décrire. La crise sanitaire d'abord, c'est la crise du Covid. Vous savez que la singularité de la crise du Covid, qui est partie de Chine, c'est qu'elle a conduit tous les pays de la planète à mettre en panne leur économie. C'est une chose qu'on n'avait jamais observée. En général, la panne d'une économie est provoquée par un cataclysme majeur, une guerre mondiale, une crise tout à fait inattendue. Là, ce sont les pays qui ont décidé de mettre en panne leur économie. Et donc, mettre en panne l'économie, ça a des effets tout à fait majeurs, à la fois du côté de l'offre économique et du côté de la demande économique. Mais surtout, la mise en panne de l'économie a eu un effet qu'on observe encore aujourd'hui et qu'il faut continuer à observer, c'est la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est la désorganisation des échanges mondiaux, et c'est le fait que dans une économie très intégrée où tout le monde échange avec tout le monde, où la moindre production nécessite des intrants qui viennent de partout, regardez ce que la fabrication d'un jean suppose comme flux d'échanges internationaux. Eh bien, dans une situation où, au point de départ en Chine, vous avez des difficultés de circulation, des tankers, à l'arrivée dans les ports, vous n'avez pas de gens pour décharger, les bateaux qui ne peuvent pas repartir et qui sont immobilisés réduisent les flux suivants. Donc nous avons connu un premier choc majeur du fait de cette crise, qui est la désorganisation des flux d'échanges internationaux. Première question à laquelle on doit répondre pour la suite des événements, est-ce que ce phénomène est en train de se résorber? Et la réponse est oui, nous n'avons plus d'obstacles physiques majeurs aux échanges, donc le premier choc qu'on a connu est assez largement résorbé. Mais, je vous le disais, cette mise en panne de l'économie a produit un effondrement, pas simplement du côté de l'offre, mais du côté des demandes, puisque les ménages qui n'avaient plus leur activité normale se sont mis à moins consommer. Et donc ça a conduit, deuxième facteur majeur, les États à intervenir massivement pour injecter des revenus, pour soutenir le pouvoir d'achat et pour aider à la reprise économique. Alors qu'est-ce qui s'est passé de ce point de vue-là? Quand on observe la séquence qui va de 2020 avec la crise du Covid à aujourd'hui, on remarque qu'à l'été 2021, il y a eu une reprise économique qui fait qu'on s'est remis à consommer et donc il y a eu de ce point de vue-là un soutien à l'activité. Alors, est-ce que c'est gagné pour autant? Non, parce que les ménages, pendant la période où ils ne consommaient pas, ont beaucoup épargné, et surtout, dans ce contexte-là, ils ont été conduits à modifier l'arbitrage qu'ils faisaient dans leur consommation. Par exemple, ils ont consommé beaucoup moins de services, ils ne sont pas allés au restaurant, ils ne sont pas partis en vacances, etc. Donc, ces activités-là ont plus fortement chuté que des activités, par exemple, d'achat de biens matériels. Pendant les périodes de Covid, les Français se sont mis à acheter des meubles, etc., se sont mis à se soucier de leur logement. Et donc, il y a eu ils ont acheté beaucoup plus de tablettes, par exemple également, de télévisions. Et donc, il y a eu un arbitrage qui a été fait, qui fait qu'on a eu un impact différencié selon les situations. Mais la question importante est, est-ce qu'on en a trop fait en matière de relance? Il y a eu un débat aux États-Unis sur le fait que pour soutenir l'activité, Biden a mis des milliers de milliards de dollars sur la table pour soutenir l'activité et que donc il a provoqué l'inflation que nous avons observée compte tenu de la pénurie de l'offre. Et donc du coup, on a commencé à s'interroger sur la question de savoir est-ce que du fait des interventions des États et du fait des hausses des prix, on est entré dans un cycle durable d'inflation avec une boucle prix-salaire auto-entretenue qui donc nous ferait redécouvrir les affres de la grande inflation. Eh bien, là aussi, réponse que nous avons observée, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie dynamique inflationniste avec une boucle prix-salaire, mais que, assez curieusement, les Français, les Anglais, les Américains ont accepté une certaine baisse du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les salaires n'ont pas autant progressé que la hausse des prix, et donc ça s'est traduit d'une certaine manière par une baisse du pouvoir d'achat. Alors, à peine commençait-on à voir l'horizon se dégager, on a eu la crise en Ukraine
et les différentes mesures qui ont été prises de fermeture des exportations de gaz, avec une flambée des prix du gaz et de l'électricité, comme on n'en avait jamais connu. Au plus fort de la crise, le prix du gaz a été multiplié par 10. Alors depuis, il y a eu la décrue, et donc là aussi, face à ce choc d'une extrême violence, on a constaté moins d'un an après, une certaine décrue des hausses des prix. Et aujourd'hui, nous avons des prix de l'énergie qui sont au même niveau qu'avant la crise ukrainienne. Donc vous voyez, l'intérêt de l'évocation de ces différentes crises, c'est à la fois de comprendre la violence de certains chocs et en même temps de suivre la résorption progressive de ces différents chocs. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est manifestement dans une croissance plus faible que celle que nous avions avant 2019. Deuxièmement, certains pays n'ont pas récupéré le niveau de production et d'activité de 2019, c'est le cas par exemple de l'Espagne. Troisièmement, des pays comme l'Allemagne connaissent un choc plus important que des pays comme la France et connaissent actuellement une situation de récession. Et donc du coup, je ne sais pas si j'ai encore le temps ou si je dois conclure. Je dois conclure. Je conclus. Et donc, du coup, j'ouvre une grande perspective à la faveur de la crise allemande. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est que les problèmes que nous avons affrontés ne sont pas simplement des problèmes conjoncturels, mais ça devient des problèmes structurels. La richesse du modèle économique allemand était basée sur du gaz pas cher importé de Russie. Ce n'est plus le cas. La richesse de l'Allemagne s'était basée sur des exportations massives de l'industrie, notamment automobile et chimique, vers la Chine. Ce n'est plus possible avec les conflits qu'on connaît. La richesse de l'Allemagne était basée sur le fait qu'eux n'investissaient pas dans leur défense parce que leur défense était garantie par les États-Unis. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, ce que nous devons penser aujourd'hui, c'est non seulement une sortie de crise conjoncturelle, mais une remise en cause structurelle. Voilà pour votre réflexion.